Vous êtes candidat aux législatives dans la circonscription sud de la Martinique, comme André Le Sieur, chef de file des FMP, toujours positionné à droite, dont vous avez été le suppléant en 2007. Il paraît qu'il y aurait eu un deal entre vous pour 2012. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'en 2007, à l'époque, André Le Sieur était UMP. D'ailleurs, il a toujours été UMP jusqu'à très récemment, où il a décidé d'aller au FMP et de se présenter sur une étiquette FMP. Moi, effectivement, en 2007, il m'avait dit qu'il irait lui en 2007 et que la prochaine fois, c'est-à-dire en 2012, ce serait mon tour. Et puis, j'apprends par la presse qu'il se présente en 2012, là encore. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on voit souvent à droite et à gauche, mais malheureusement très souvent dans notre famille politique, qu'on n'arrive pas à passer la main aux autres générations. Ça va faire la 5e fois qu'André Le Sieur se présente aux législatives. Je crois qu'il est temps de passer la main. D'autant qu'il a voulu quitter l'UMP, et se présenter sur une étiquette FMP, alors que jusqu'à maintenant il était élu comme conseiller régional, comme député à l'époque en 93 sur l'étiquette RP, puis UMP. Donc maintenant c'est son choix de se présenter sur notre étiquette, mais en ce qui me concerne, je suis fidèle à mon parti. J'ai toujours été au RP, puis à l'UMP, je reste UMP. En 2007, j'étais effectivement suppléant sur l'étiquette UMP. En 2012, je me présente investi par mon parti sur l'étiquette UMP. Si je vous écoute, il n'y a pas de discussion aujourd'hui entre vous deux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de discussion, on discute. Mais visiblement, le deal dont vous avez parlé n'a pas tenu, mais ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai respecté l'accord qui avait été tenu. Maintenant, il y aura donc une primaire. Je veux dire, moi, je vais me présenter, lui veut se présenter, puis les électeurs vont trancher. Il appartiendra aux électeurs de choisir le candidat qui correspond le plus à leurs aspirations et à leurs attentes. François Hollande est tenté par la dépénalisation du cannabis. Quelle est votre position? C'est vrai que François Hollande et Martine Aubry également, qui a été encore plus clair que lui, puisque François Hollande n'est pas très clair sur ce sujet comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, mais ils sont effectivement tentés par la dépénalisation du cannabis. Martine Aubry est encore plus loin, puisqu'elle a dit qu'elle est favorable à cette disposition. En ce qui me concerne, et je suis dans le droit fil de ce que pense notre famille politique, nous sommes absolument contre toute légalisation du cannabis ou dépénalisation du cannabis. Ce serait un drame pour la Martinique qui est déjà assez gangrénée par ce fléau qu'est le cannabis. Vous savez que notre jeunesse est complètement atteinte par ce fléau. Si jamais il y a une dépénalisation, une légalisation du cannabis, eh bien c'est toute la Martinique qui sera envahie par cette drogue. Et je crois que c'est une position complètement criminelle au regard de la situation de la Martinique. Et je crois que ceux qui veulent soutenir de tels partis, eh bien ils méprisent leur jeunesse et ils ne respectent pas justement la jeunesse de ce pays. Moi je dis haut et fort que non seulement nous allons combattre toute forme de légalisation du cannabis, mais que nous allons dénoncer tous ceux qui, comme François Hollande, comme Martine Aubry, soutiennent ce genre de mesures pour faire des voix ou par simple électoralisme, parce qu'il faut être cool, parce qu'il faut être sympathique. Je crois que c'est une honte de soutenir ce genre de mesures. Le candidat socialiste à la présidentielle est partisan du mariage gay et à l'adoption par les couples homosexuels. Quelle est votre philosophie? Là encore, c'est une mode de la part des socialistes de vouloir faire les homosexuels se marier et puis leur permettre d'adopter des enfants. Notre philosophie est très claire. Nous estimons dans notre famille politique que le mariage c'est quelque chose de sacré. Le mariage c'est l'union entre un homme et une femme pour fonder une famille et avoir des enfants parce que c'est le meilleur cadre pour élever des enfants. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre les homosexuels. Nous disons simplement que le mariage c'est quelque chose de sacré. Si vous voulez, le mariage c'est quelque chose à protéger. C'est quelque chose de bien défini. Un homme et une femme pour faire des enfants. D'ailleurs, la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant et a dit qu'un enfant a besoin
de son père et de sa mère, parce qu'il faut une représentation masculine et une représentation féminine. Quand vous permettez à deux femmes d'adopter des enfants, ou à deux hommes d'adopter des enfants, vous ne permettez pas à cet enfant d'avoir une représentation masculine et une représentation féminine. Donc l'enfant, il marche de travers. Et après, on va s'étonner que la société soit de travers. Nous, ce que nous disons, c'est que nous avons des valeurs dans notre famille politique. Il faut respecter ces valeurs. Et le mariage, c'est l'une des valeurs, justement, que nous souhaitons respecter. On dit trop souvent que les valeurs se perdent. Eh bien, si les hommes politiques eux-mêmes prennent des mesures qui ont pour conséquence de détruire les valeurs, comment voulez-vous que le citoyen lambda puisse avoir des valeurs et respecter des valeurs si l'homme politique lui-même, au sommet de l'État, ne le fait pas? Nous disons que nous souhaitons que le mariage tel qu'il existe aujourd'hui soit préservé afin que les enfants aient un cadre favorable avec un homme et une femme pour pouvoir grandir et s'épanouir. Que propose l'UMP sur la construction des logements sociaux aux Antilles Guyane? Alors déjà, en termes de logements sociaux, l'UMP a fait voter une mesure qui a permis de multiplier le nombre de logements sociaux. Jusqu'à très récemment, il y avait à peine 100 à 150 logements sociaux qui étaient construits par an à la Martinique. Depuis, le gouvernement actuel a décidé de réorienter la défiscalisation vers le logement social. Rappelez-vous, on disait la défiscalisation a des effets pervers. Et bien c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui a décidé de réorienter cette défiscalisation vers le logement social, ce qui veut dire que ceux qui ont les moyens, eh bien, on va leur donner un avantage fiscal et cet avantage fiscal, cet argent qu'ils investissent va permettre de construire des logements sociaux à la Martinique. Depuis que cette mesure a été prise, eh bien, on a vu se multiplier par 10 le nombre de logements sociaux construits à la Martinique. En 2011, on a construit près de 1000 logements sociaux. Donc c'est une mesure qui est très intéressante et qui a été très bénéfique pour la Martinique. Au-delà de ça, ce que nous proposons à l'UMP Martinique pour multiplier le nombre de logements, et notamment le nombre de logements sociaux, c'est de régler le problème des successions et des indivisions. C'est un problème qui gangrène la Martinique. Vous savez qu'en ce moment, en Martinique, il y a plus de 25 000 maisons abandonnées, tout simplement parce que ce sont des maisons qui sont abandonnées à cause du problème de succession qui n'est pas réglé. Vous avez des héritiers qui sont en Martinique, en Guadeloupe, dans l'Hexagone, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une succession du père, du grand-père ou de la grand-mère, une succession qui est ouverte depuis des années, tout simplement parce que la loi n'est pas adaptée et que la loi aujourd'hui exige qu'il y ait une unanimité pour régler les successions. Quand vous avez 25 héritiers et qu'il y en a un qui n'est pas d'accord ou un qui refuse de signer ou qui refuse de se déplacer chez le notaire, eh bien la succession est bloquée et les maisons sont abandonnées. Vous avez des immeubles entiers abandonnés dans le centre-ville de Fort-de-France, du Lamentin et dans toutes les campagnes de la Martinique. Vous avez des dizaines et des dizaines, je vous dis 25 000 logements comme ça abandonnés. Si on modifie cette loi, on l'assouplit et on permet qu'on puisse régler les indivisions justement en modifiant cette loi comme nous l'avons proposé à l'UMP Martinique, eh bien vous verrez que des successions seront réglées et que des maisons justement qui sont aujourd'hui abandonnées pourront être réhabilitées et pourront servir pour le logement et ça faire justement des logements disponibles pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Quelle est votre politique pour lutter contre la vie chère? Alors, la vie chère à la Martinique a diverses origines. Tout d'abord, la vie est très chère à la Martinique parce que entre les importateurs et puis le consommateur final ici, il y a plusieurs intermédiaires. Il faudrait essayer de limiter le nombre d'intermédiaires entre le produit qui part de l'Hexagone et puis le produit qui arrive ici, puisque 95% des produits sont importés. Et c'est en raison de cette multiplicité des intermédiaires qui fait que la vie est chère à la Martinique. Autre mesure qu'on pourrait envisager pour réduire le coût de la vie à la Martinique, ce serait d'inciter à la concurrence. Parce que nous constatons qu'il y a 2 ou 3 grandes entreprises qui contrôlent le marché à la Martinique, notamment au niveau des importations, des grossistes, avec 2 ou 3 importateurs
vous ne pouvez pas avoir une concurrence assez importante pour faire baisser les prix de façon significative. Donc, en tant que député, je vais inciter justement à favoriser le nombre d'opérateurs afin que les prix baissent. Une fois qu'il y aura une multiplicité d'opérateurs, 3, 4, 5 et pas 2 ou 3, eh bien, vous allez automatiquement avoir une baisse des prix parce qu'il y aura une difficulté d'entente entre les opérateurs, comme malheureusement ça existe aujourd'hui. Quelles sont les autres priorités sur lesquelles il faudrait mettre l'accent en Outre-mer? Alors, l'Outre-mer est divers. Je parlerai de la Martinique en particulier. En ce qui nous concerne ici à la Martinique, nous avons un gros problème à côté duquel beaucoup d'élus sont passés. Pour l'instant, c'est le problème de la démographie. On a un gros problème démographique à la Martinique puisque nous avons la natalité la plus basse de toute la France. Je répète, la plus basse de toute la France. Nous vivons actuellement sur l'idée selon laquelle en Martinique on ferait beaucoup d'enfants. Ceci est totalement faux. C'était vrai il y a 20 ans, il y a 25 ans, mais aujourd'hui c'est faux. Vous avez à la Martinique en moyenne 1,3 enfants par femme. C'est le taux le plus bas de la France. Pour que les générations se renouvellent, il faut qu'il y ait minimum 2 à 2,2 enfants par femme. On est à 1,3. Ce qui veut dire que si nous ne faisons rien, dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, il n'y aura pratiquement plus de Martiniquais, où les Martiniquais seront tous âgés de plus de 50, 60 ans. Et quand vous avez une population aussi âgée, eh bien, c'est difficile de créer du dynamisme, notamment du dynamisme économique, puisque la plupart des gens sont retraités. Donc, il faudrait une véritable politique nataliste à la Martinique. Ça veut dire quoi, une politique nataliste? C'est permettre aux femmes et aux couples qui travaillent d'avoir des crèches, d'avoir des endroits où leurs enfants pourront être gardés quand eux-mêmes ils sont au travail. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un couple, notamment des femmes qui travaillent, ne peuvent pas avoir plus d'un enfant parce que justement ils ont un problème de garde. Pensez que, pour prendre l'exemple du Sud, 2 communes importantes dans le Sud comme Trois-Îles et Rivière-Pilote, il n'y a pas de crèche. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis l'accent depuis 20 ans sur ça. On a pensé à plein d'autres choses. On a pensé beaucoup à la culture, j'aime bien la culture, on a pensé beaucoup aux amusements, aux fêtes. Dans toutes les communes, il y a des fêtes patronales, on dépense des milliers, voire des millions d'euros en Martinique pour les fêtes, c'est très bien, mais nous n'avons pas pensé à l'avenir de nos enfants, nous n'avons pas pensé aux crèches et aux garderies. Et les quelques crèches qu'il y a en Martinique, malheureusement, des difficultés, elles sont en train de fermer parce que nous n'avons pas mis la priorité sur ça. Il faudrait que dans les années à venir, et dès que je serai élu député, eh bien, je vais peser de tout mon poids pour qu'on pense à ce problème qui, à mon sens, est un problème majeur pour la Martinique de demain. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas de Martinique dans quelques années. Si vous êtes député demain, pourriez-vous être en désaccord avec votre parti sur les Antilles? Mais absolument, je l'ai déjà été. Vous savez, quand j'ai quelque chose à dire, que ce soit un ministre, que ce soit à mon parti politique auquel j'appartiens, que ce soit au président de la République lui-même, je le dis. Je le dis et j'argumente. Je dis pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que j'estime que je vis dans ce pays en Martinique. Je sais comment cela se passe. Je suis bien placé pour dire aux ministres qui sont de passage, voilà comment ça se passe à la Martinique, et voilà ma vision, voilà la vision de l'UMP Martinique sur tel ou tel point, et je crois qu'ils vont m'écouter, puisque jusqu'à ce jour, en tant que secrétaire départemental, je crois qu'ils m'ont écouté chaque fois que j'ai tiré la sonnette d'alarme sur tel ou tel point. Donc, s'il faut être en désaccord, je le serai, et puis j'essaierai aussi de convaincre au plus haut niveau de l'État pour que les problèmes de la Martinique soient pris en compte. Pourriez-vous donner un exemple sur un point où vous étiez en désaccord? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Par exemple, quand le président de la République réfléchissait, quand il était, vous savez, influencé par plusieurs personnes sur le mariage homosexuel, je sais qu'il réfléchissait à ça. Moi, j'ai donné mon avis et je lui ai dit, mais en termes de valeur, non seulement pour la Martinique, et pour la France en général, c'est important que le mariage tel qu'il existe aujourd'hui soit préservé, parce qu'il ne faut pas céder au mode du moment, comme ça s'est vu dans certains pays d'Europe, comme en Espagne, et vous savez qu'en Espagne, ils sont en train de revenir dessus. J'ai été en désaccord, et je l'ai dit avec force,
quand il s'agit de mettre en place la collectivité unique et de faire cette prime de 20% pour la liste qui serait arrivée en tête. J'ai estimé que cette prime était trop importante parce que ça donnait un avantage trop important à celui qui est arrivé en tête sans tenir compte des oppositions qu'il y avait. J'ai aussi exprimé mon désaccord quand cette loi sur la nouvelle collectivité est sortie et qu'aucune disposition n'était prévue en termes de budget. On parle de la collectivité, on parle de la manière dont les élus seront désignés, mais on ne parle pas du budget que sera cette nouvelle collectivité. C'est important. Si vous avez une collectivité qu'on appellera collectivité de Martinique en 2014, qui remplace le conseil général et le conseil régional, et qu'on ne met pas dans la loi quel sera le budget de cette collectivité, et qu'on ne dit pas par exemple que le budget de la collectivité sera égal au moins au budget du conseil général, plus au budget du conseil régional, eh bien ça veut dire qu'il y a un risque important pour que cette nouvelle collectivité ait un budget moins important que la somme des deux autres budgets. Ça, je l'ai dit, et je l'ai même exprimé haut et fort à l'Assemblée nationale, où il y avait, il y a 2 mois, une convention sur l'outre-mer, où avec notre famille politique, nous réfléchissions sur les mesures à apporter, à adopter ou à améliorer pour le fonctionnement de nos collectivités. Je l'ai dit au ministre de l'Outre-mer, je l'ai dit au président de la République, et ils m'ont très bien écouté et entendu, et je crois que quand le président de la République sera réélu dans quelques mois, eh bien, il va entendre ces critiques objectives que j'ai faites et que toute ma famille politique a faites pour pouvoir améliorer cette loi. Parce qu'une loi, elle n'est pas immuable, elle n'est pas figée. Si nous constatons que cette loi est insuffisante ou qu'il y a des défaillances, eh bien, nous sommes là, surtout les parlementaires, pour pouvoir modifier cette loi. Et c'est ce que je me propose de faire en tant que futur député de la Martinique, si les électeurs le décident, et je crois et je l'espère qu'ils le décideront, eh bien, je vais mettre tout mon savoir-faire pour faire des modifications à cette loi, pour l'améliorer. Que pensez-vous du programme de François Hollande pour l'outre-mer? Eh bien, le programme de François Hollande, il n'est pas encore tout à fait connu. Quand je regarde les 60 mesures qui ont été prises par le Parti socialiste, c'est le programme commun de tous les candidats, c'est le seul document concret qu'on ait. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a aucune proposition pour l'outre-mer. Moi, je les ai lus attentivement, du début à la fin. Il y a 60 mesures fortes, mais aucune n'a été proposée pour l'outre-mer. Et d'ailleurs, le mot outre-mer n'a jamais été prononcé dans ce programme, ni dans ces 60 mesures. Je l'ai lu attentivement. Ni le mot Martinique, ni le mot Guadeloupe, ni le mot Guyane, ni le mot Réunion, ni le mot outre-mer n'a été prononcé dans ces 60 mesures. Et pour reprendre un peu la formule du président d'un parti qui soutient François Hollande à la Martinique, il lui a dit d'ailleurs lors de la venue de François Hollande, nous n'attendons rien de vous. Nous n'attendons rien de vous. Voilà ce que les supporters de François Hollande ont dit à François Hollande quand il est venu récemment à la Martinique. Ce qui veut dire bien qu'ils n'attendent rien de lui parce que aussi le candidat n'a rien proposé de concret. Quand on lit les propositions du Parti socialiste, eh bien, il n'y a pas une ligne, pas un mot sur l'outre-mer. Donc je ne peux rien penser du néant. Il voudrait rattacher le ministère de l'Outre-mer au Premier ministre. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est pas une mesure concrète, ça c'est si vous voulez, une mesure institutionnelle, rattachée, qu'il soit rattaché au Premier ministre, qu'il soit rattaché au ministère de l'Intérieur, c'est pas ce qui fait la différence. Hein. Vous savez, les institutions, elles ne sont qu'un moyen d'avancer. Vous pouvez créer toutes les institutions, tous les rattachements, si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas de projet concret, si vous n'avez pas d'audace aussi, eh bien vous ne pouvez aller nulle part. Le plus important, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas les machins concrets, c'est les idées. Et moi, je vous redis ce que je vous ai dit à l'instant, il n'y a aucune idée, aucune proposition concrète